Mesdames, Messieurs, aimables téléspectateurs des Télé Plus, bonjour et bienvenue à ces grands magazines que vous aimez tant, le magazine Enviti. Donc voilà, dans ces magazines, vous avez toujours droit à des informations en rapport avec les questions essentielles de la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la CENI, bien sûr, sur la désignation du président de la CENI, qui disent, ou soit que veulent le mouvement citoyen. Et nous allons également parler de la plainte contre Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général de l'UDPS, qui a été, n'est-ce pas, dont une plainte a été déposée contre lui en rapport avec certains propos désobligeants qu'il avait tenus. Alors aujourd'hui, comme vous allez le constater dans quelques poussières de secondes, je ne suis pas seul dans ces plateaux magnifiques de invités. Je suis, n'est-ce pas, avec Monsieur Ben José Luendo, Monsieur Ben José Luendo, qui est, n'est-ce pas, initiateur du mouvement citoyen ECHA. Donc voilà, avec lui, nous allons essayer un peu de parler sur les modes de désignation du président de la CENI et tout ce qui se passe là, sur l'affaire des confessions religieuses et autres. Nous allons en parler dans cette émission et c'est toujours avec lui que nous allons également débattre sur la plainte contre Augustin Kabouya. Voilà, il est déjà avec moi sur ces plateaux. Je lui dis bonjour. Bonjour, Monsieur Ben José. Bonjour, cher ami. Vous allez bien? Ça marche. Ça marche, mais on sent que vous êtes un peu trop timide là. Non, je ne suis pas timide. C'est parce que si chez nous il fait beau. Je suis d'ailleurs super content de me retrouver dans ces beaux cadres de Télé Plus. Voilà. Je ne peux que vous dire merci pour l'invitation. Voilà, merci aussi de la disponibilité que vous nous avez accordée. Alors voilà, je vous ai présenté déjà ici comme étant l'initiateur du mouvement citoyen ECHA. Alors, pour entrer déjà dans les vifs de notre sujet, avant cela, que veut dire ECHA? Bon, ECHA veut dire tout simplement engagement citoyen pour le changement. C'était un mouvement citoyen créé le 10 décembre 2016, dont je suis initiateur, certainement ensemble avec une très grande équipe. Je salue déjà Christian Loumou et Marie-Joëlle Minella qui me suivent en ce moment, avec une très grande équipe et beaucoup d'autres amis qui nous ont accompagnés pour mettre en place cette vision. Et ça, c'est un mouvement dont la base est la reprogrammation de l'homme congolais. La reprogrammation de l'homme congolais, ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire doter l'homme congolais d'une nouvelle mentalité, d'une nouvelle attitude, d'un nouveau comportement vis-à-vis de ses responsabilités, non seulement individuelles, mais vis-à-vis aussi de ses responsabilités envers l'État. Voilà, c'est telle est notre mission parce qu'on considère dans ECHA l'homme congolais comme un ordinateur qui a été programmé sous une certaine mentalité qu'il faudrait à la base formater et puis reprogrammer pour une nouvelle vision et en tout cas une bonne marche du pays dans les prochains. Et en passant, comment allez-vous le faire? Par quels moyens vous pouvez arriver, n'est-ce pas, à transformer la mentalité? En tout cas, nous avons commencé, c'est depuis 2016, nous travaillons sur l'éveil des consciences patriotiques. Nous avons travaillé sur beaucoup d'autres questions, surtout liées à la réveil des consciences individuelles ainsi que réveil des consciences collectives. Nous les faisons à travers l'activisme de proximité. Donc nous sensibilisons des gens de bouche à l'oreille, chacun là où il est et dans son environnement essaye un peu d'apporter ces messages de changement dans l'oreille et nous avons réussi à faire partir M. Kabila à travers ce même message. Nous avons réussi à obtenir l'alternance sur le prix disant bien sûr avec la mort de mon regretté ami et notre héros Rossi Mukendi, ainsi que beaucoup d'autres amis dont la religieuse Thérèse Kapangala. C'était toujours dans le même élan que nous nous sommes battus. Aujourd'hui, nous pensons qu'on a franchi déjà un pas. C'est l'alternance que nous devons à tout prix protéger et veiller à ce que rien ne puisse se faire en dehors de la loi. Et c'est de cette manière-là que nous sommes en train de continuer. D'accord, mais est-ce que vous avez aussi été dans la lutte à un moment? Bien sûr, nous avons eu à commencer notre lutte dans la lutte. Nous avons été même parmi ceux qui ont installé
la lucha ici dans cette ville de Kinshasa. Okay. Mais comme l'avenir a ses réalités, il nous avait été décidé de travailler toujours ensemble avec la lucha, mais sous un autre label que nous avons eu le plaisir d'initier, engagement citoyen pour les changements. Et voilà. Mais vous évoluez toujours dans les mouvements citoyens. Bien sûr. Voilà. Alors, c'était juste une manière de faire comprendre, n'est-ce pas, aux téléspectateurs qui vous êtes exactement. Et ils aimeraient quand même vous connaître. Hein, voilà. C'est bien comme votre identité est mieux détaillée et aussi les mouvements que vous dirigez est quand même connu déjà pour l'instant par nos téléspectateurs puisque vous les avez vraiment, vous les avez aidés en termes de détails. Ouais. Alors, on entre dans notre premier sujet, la désignation du président de la CENI. Aujourd'hui, je pense que vous êtes sans ignorer avec tout ce qui se passe aux chefs des confessions religieuses qui ne parviennent toujours pas à s'entendre sur un consensus sur la désignation du président, du potentiel président de la CENI. Quelle est votre lecture par rapport à tout ça en tant que mouvement citoyen? Bon, je crois que en tant que mouvement citoyen, je risque de me constituer en porte-parole de tous les mouvements citoyens ici, parce que en commençant par mon propre mouvement, ne m'a pas mandaté pour parler de ces sujets, moins encore les autres amis. Mais ce qui est vrai est que étant un sujet d'actualité, on ne peut que débattre. Justement. Et c'est l'activiste ou l'individu Ben José qui va essayer un peu de donner son point de vue là-dessus. Parce que même dans nos réunions, en tant qu'activistes, nous nous séparons toujours à quelle façon. C'est une question qui nous dirige et qui nous divise. Vous allez constater que l'Église catholique, depuis la nuit des temps, depuis l'indépendance, c'est une Église qui prend toujours la position contraire à la position des gouvernants. Et ce n'est pas étonnant. Ce qui m'étonne, c'est que les gens se fassent prendre dans les pièges de l'Église catholique. Et ça m'étonne. Et c'est là que moi et beaucoup d'autres amis activistes, on ne parvient pas à se mettre d'accord. L'Église catholique joue son rôle. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, M. l'abbé Ncholet l'a expliqué. Il a dit que les relations entre l'Église et les gouvernants ont toujours été des relations tendues. Et puis l'Église joue son rôle comme étant société civile d'exercer une pression sur les gouvernants. Parce que ces gouvernants, comme nous le faisons également nous, ECHA, RDC, le gouvernant ont le droit, ont l'obligation de redevabilité. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Voilà. De redevabilité vis-à-vis de nous qui sommes citoyens. Parce qu'ils sont là grâce à nous, grâce à nos voix, grâce à notre vote. C'est pour ça qu'ils se retrouvent là. Ils sont redevables à nous, qui les avons mandatés là où ils sont aujourd'hui. Effectivement. De ces faits, l'Église ainsi que toute la société civile ont pour rôle d'exercer la pression pour que l'État, en tout cas, réponde favorablement aux besoins des citoyens. Du coup, ce que l'Église fait, ça ne m'étonne pas. Mais, étant maintenant respectueux des procédures ou des textes légaux qui régissent notre pays, nous constatons que l'Église catholique essaie de prendre les choses en otage. De quelle manière? Mais du moment où il dit que non, bah, si elle n'est pas d'accord et que les choses doivent bloquer, et c'est là que j'exauce les hommes de Dieu, comme on les appelle. Je parlerai de prêtres et de pasteurs des autres églises, de se mettre un peu au-dessus de la mêlée et de comprendre que nous avons besoin de nouvelles élections en 2023. Vous allez constater que depuis le début de ces mandats, rien ne marche convenablement. Il y avait des blocages, soit CFCC qui bloque, soit aujourd'hui c'est l'Union sacrée Pitopale, comme les Quinois le disent, qui a tout dedans, et puis on ne sait pas comprendre qui fait quoi et qui est qui. Du coup, on a besoin en tout cas de nouvelles élections. S'il a la chance, Félix Tshisekedi, qu'il remporte de nouveau les élections et qu'il obtienne un nouveau mandat, où il pourra peut-être se faire déjà la majorité au niveau des urnes. Donc si nous comprenons bien, vous en tant qu'initiateur de ECHA, qui est aussi un mouvement citoyen, donc en quelque sorte vous essayez de fustiger, n'est-ce pas, les comportements de l'Église catholique dans cette affaire de désignation du président de la CENI. Oui, parce que
à un moment donné, moi je voudrais ramener nos téléspectateurs qui nous regardent à comprendre une chose. Les cas par exemple de gens qui sont désignés actuellement, dont nous ignorons, vous et moi les noms jusqu'à ce stade, est différent du cas Malonda. Est différent du cas Malonda du moment où vous allez vous rappeler que le pasteur Sonny Kamfout avait expliqué que l'Église catholique avait commencé par écarter les gens d'une certaine tribu de la course de cette présidence de la CENI. À l'époque, et puis ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais la seule différence de fait est que là, le cas Malonda, même l'église kimbanguiste qu'on disait avoir porté la candidature de Malonda, l'avait renié. Il avait renié, il a dit, moi je ne connais pas Malonda en tant que kimbanguiste. Un pasteur de l'église a été même suspendu jusqu'à ce jour par le numéro 1 de l'église. Mais aujourd'hui, nous avons un candidat qui a été choisi par les 6 confessions religieuses et deux autres qui se disent, ils sont, je ne sais pas moi quoi. Mon frère, je vous dis, même s'il faut qu'on cherche en termes de numérique, l'église catholique n'est plus populaire que ce que l'on pense. Ah bon, l'église catholique? Elle est plus populaire que ce que l'on pense. Est-ce qu'elle n'est pas la meilleure confession jusque-là en termes de popularité et d'implantation sur toute l'étendue nationale? En termes d'implantation, l'homme blanc avait installé l'église catholique un peu partout. Mais croire que l'église catholique, en termes numériques, en termes de population, en termes de fidèles, elle a plus de fidèles que l'église de Réveil aujourd'hui, c'est un mensonge. Ah bon? Moi, je vais vous donner une démonstration. Dans chaque commune, au moins, l'église catholique a au moins une église, si c'est trop, c'est 2. Mais vous allez constater que dans une même commune, il y a 20 églises, 50 églises de Réveil. Ok, ça c'est une réalité. Alors, mettez maintenant ces églises de Réveil là ensemble, mettez les 2 églises catholiques là ensemble. Tout le monde, les gens ont compris que l'église catholique n'est qu'une secte et beaucoup de gens ont pris fuite de cette église. C'est une église qui existait depuis le temps, mais les gens ont compris que c'est une secte qui a beaucoup de réalité dedans. Les gens ont pris fuite, ils sont allés dans d'autres églises où on montre Jésus comme l'unique Seigneur et Sauveur personnel. Du coup, je demande en tout cas à ces prêtres de se placer au-dessus de la mêlée et demande également à l'Assemblée nationale de mettre en place, après PAJ, de mettre en place une commission paritaire où chacune des 2 parties viendra avec des motivations. On ne va pas se baser sur ces accusations que les autres disent mensongères ou des suppositions, mais que chaque personne qui déclare avoir détenu des preuves qu'il y a, ou chaque camp, je veux dire, chaque camp qui déclare, ou le camp qui déclare avoir des preuves que le camp des 6 a été corrompu, qu'il apporte ces preuves-là et que la commission paritaire puisse trancher. Sinon, et que le président Mbosso prenne le courage de convoquer la plénière et que le candidat proposé par les 6 soit entériné et que le président de la République puisse les nommer ou les proclamer et puis que les choses passent très vite parce qu'on n'a pas besoin de rester planté là parce qu'une église a dit qu'elle n'est pas contente de la personne parce qu'elle viendrait d'un tel ou tel point d'autre. Alors, que pensez-vous de ceux qui disent que M. Denis Kadima serait dans des très bonnes relations avec l'UDPS? Bon, moi, je ne vais pas ici dire que M. Denis Kadima, comme c'est vous qui l'avez cité, n'est pas proche de l'UDPS. Je ne saurais pas le dire. Je ne saurais pas le dire. Surtout que je ne suis pas proche de l'UDPS. Je ne connais vraiment pas les réalités de l'UDPS, bien que j'ai beaucoup d'amis là-bas. Mais ceux qui le disent doivent le prouver aussi. Parce que le dire, c'est très simple. C'est très simple que je regarde votre beauté, que je vous dis, cette beauté ressemble aux gens du PPRD. Ça, c'est bien de le dire, mais il faudra encore le prouver. Nous avons vu ici, les gens ont dit qu'Atumbi avait de la nationalité italienne, à un moment, zambienne. Et il y a eu des doutes, mais ça a été prouvé sur l'Internet. Il y a des pièces justificatives qui ont été mis sur la place publique. Aujourd'hui, personne du camp Katoumina n'a mis en doute ces pièces-là.
Alors, qu'est-ce que ces pièces disent quoi? Que Moïse Katumbi... Les pièces disaient à l'époque, hein, c'était pendant qu'il était en exil, hein, voilà. On a démontré qu'il avait, et puis lui aussi, Olivier Kamitato a dit certainement, il avait eu la nationalité italienne, mais qu'il avait par la suite dénoncé, dénoncé en 2017. Tu vois un peu, nous sommes dans un pays où toutes les choses qui se disent sans preuve doivent être considérées comme des fake news. Non, non, faut pas... Ou comme des procès d'intention. Non, pourquoi ils doivent directement être considérés comme des fake news? Au lieu d'abord qu'elles soient vérifiées, il fallait peut-être parler de la vérification. Mais le président Mbosso, que je salue, avait donné 48 heures aux confessions religieuses pour se mettre d'accord sur les points de divergence et apporter des preuves pour ceux qui accusent les autres camps. Alors, mais jusque-là, l'Église catholique et les CCN n'ont jamais apporté de preuves. Alors, monsieur... Je dis qu'il serait très difficile pour moi d'affirmer ou d'infirmer qu'il serait ou pas de l'UDPS ou proche de l'UDPS. Ça me semble être un peu compliqué de le dire tout haut. D'accord, alors je rappelle ici à nos téléspectateurs que nous parlons sur la désignation du président de la CENI. Que veulent exactement le mouvement citoyen? Et j'ai reçu pour vous M. Ben José Luendo, qui est initiateur du mouvement citoyen ECHA. Donc voilà, je suis avec lui sur ces plateaux. Alors, ces retards causés par les confessions religieuses sur ces processus profiteraient à qui? Oh, moi, je crois que c'est à notre désavantage, nous, en tant que citoyens. Je crois que les églises telles qu'elles sont là, elles ont besoin de voir les élections s'organiser dans les délais de la loi. Voilà. Mais en créant tout ce qu'ils sont en train de créer des manœuvres fallacieuses, cela, en tout cas, ne pourrait être qu'en notre désavantage dans la mesure où si les élections ne sont pas organisées dans les délais convenus ou dans les délais de la loi, ça sera un dialogue qui sera convoqué pour que les politiciens se dispatchent encore des gâteaux et qu'ils essaient de prolonger pour M. Tshisekedi jusqu'à, je ne sais pas moi, encore en 2025. Parce que déjà, vous sentez que les gens de l'UDPS les disent qu'il y a un papa de l'UDPS qui aurait proposé même qu'on commence à compter les mandats de Tshisekedi le jour de la rupture entre FCC et Cash. Tu vois un peu. Donc, ça profite en tout cas à M. Tshisekedi et son équipe. Mais surtout, dernièrement aussi, je ne sais pas si vous avez suivi ensemble avec nous autres, Papa Molière, à la télévision, il a déclaré que il n'y aura pas, lui il a été en tout cas certain en disant qu'il n'y aura pas élection en 2023 parce que Tshisekedi va briser tout ça. Et par rapport à tout ça... J'aime pas vraiment tenir compte des propos de Papa Molière parce que c'est quelqu'un qui blague trop. C'est un député mais qui est plus dans... mais qui blague trop, c'est fort ça. Dans les blagues, il ne dit pas des choses sérieusement. Il y a des députés sérieux qui... Une fois sorti dans les médias, il dit des choses vraies et vérifiables. Mais quelqu'un qui dit des choses qu'il pense personnellement, s'il souhaite que le président Tshisekedi puisse glisser dans son premier mandat, il ne peut que le dire proprement que de penser qu'il n'y aura pas élection et de nous faire croire que c'est vrai, il n'y en aura pas non plus. Nous voulons qu'il y ait élection dans les délais constitutionnels, par la loi, dans les délais constitutionnels. Et en 2023, nous voulons soit voir un nouveau président, une passation pacifique du pouvoir, ou en tout cas le deuxième mandat de Félix Tshisekedi dans ce pays. Un point, un trait. Et c'est que le prêtre ou les hommes de Dieu font, en tout cas, je leur demande de mettre leur mal en patience et de nous proposer un candidat. Au président Mbosso d'entériner les candidats proposés par la majorité, parce que la majorité a toujours dominé sur la minorité. C'est ça la loi de la démocratie. Ok. Alors, par rapport à tout ça, les mouvements citoyens, que pensez-vous faire si... à la longue, n'est-ce pas, au fil des jours, au fil du temps, vous parvenez à constater que les confessions religieuses ne parviennent toujours pas à s'entendre. Qu'allez-vous faire? Déjà demain, il y a un sit-in qui est organisé par beaucoup
de mouvements citoyens. Notamment la lucha qui sera devant, qui va commencer les manifestations. Notamment la lucha, oui. et puis et beaucoup d'autres mouvements citoyens. Nous serons devant l'Assemblée, devant les sièges de l'Assemblée nationale. Pour exiger que... Devant le Parlement, pour, d'une part, pour certains, exiger la dépolitisation de la CENI, c'est-à-dire le fait que les politiques prennent en otage les centrales électorales, et les autres iront, en tout cas, un autre nombre iront pour demander à M. Mbosso de faire vite pour que les choses se passent selon la loi et que le président, le nouvel animateur du central électoral puisse être connu dans le plus bref délai. Alors, y a-t-il d'autres activités après celle du jeudi? Il y a d'autres activités pour... Je crois que déjà, ici, avec cet élan électoral, les activités des mouvements citoyens ont déjà commencé. Comme on le faisait d'habitude, pour exercer une pression, afin que les élections puissent être organisées dans les délais constitutionnels. C'est de cette manière-là que nous commençons. Et chaque irrégularité posée, nous allons nous impliquer et rappeler les autorités étatiques à l'ordre à travers la pression, comme on le fait souvent, des marches, des marches, des sit-ins et beaucoup d'autres activités, mais de manière pacifique. D'accord, de manière pacifique, là c'est très bien fait, hein, de manière pacifique, parce que on ne veut pas de la barbarie, on ne veut pas qu'il y ait des infiltrés. Si vous voulez marcher, il faut le faire pacifiquement. Donc c'est très bien dit. Alors, Monsieur Ben José, avant de d'éclore avec ces sujets, pour entamer le deuxième, je finis par cette petite question. Comment avez-vous qualifié les propos du cardinal Ambongo lors des obsèques, et où il a dit que les peuples vivent toujours dans la misère et on ne peut pas plairer Monseigneur Monsengo par rapport à tout ce qu'il avait dit là. Et vous, quand vous avez suivi tout ça, qu'avez-vous constaté et qu'est-ce que vous êtes dit? Merci beaucoup. Je crois avoir répondu une ou deux fois à cette question. Je dis, le cardinal n'a pas dit quelque chose de mauvais dessus. Le cardinal, ce qu'il a dit, c'est vrai. Les autorités, les gouvernants jugent en opulence. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Le peuple vit dans la misère. C'est vrai ou pas? C'est vrai. En tout cas, je dis noir sur blanc que le cardinal a été clair et il a dit la vérité. Mais la question qu'il faudrait qu'on se pose, c'est que était-il l'occasion, l'opportunité était-elle là pour que le cardinal parle de ça? Moi, je dirais non. En pleine messe. En pleine messe, voilà. Pendant que les gens sont frustrés, ils viennent pleurer, le cardinal. Et toi, tu trouves ça un moment pour toi de faire de la politique, c'est pas normal. Alors, mais est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que c'est par rapport à ces propos que certaines paroisses ont été attaquées en Mbuji-Mayi et... Non, il n'y a pas eu de paroisses attaquées, il faut écouter. Il ne faudrait pas suivre ça, c'est blabla-là. Écoutez, lisez même la lettre de M. l'abbé Cholet, il n'a jamais parlé des attaques des paroisses. Que ce soit la lettre du prêtre de Mbuji-Mayi, de l'archevêque, je ne sais pas, l'évêque de Mbuji-Mayi, il dit les vols des biens de l'église, les statues, les communions et autres de l'église sont victimes de vols. Mais voilà. Le vol, ça, c'est depuis le mois de juin ou d'avril qu'on a commencé à voler. Ça veut dire qu'il y a eu des attaques, certainement. Je condamne fermement, avec fermeté, les attaques devant la résidence de Monseigneur Ambongo, oui, ça je le vis personnellement. J'étais même des passages, j'ai vu ces jeunes-là en train de scander des chants odieux, en train de jeter même le projectile dans l'enceinte du centre Lindongue, quelque chose que je condamne avec fermeté. Mais en Mbuji-Mayi, il n'y a pas eu ce genre d'attaque. Il y a eu les photos qu'on nous montre là sont des photos de la France.
Ok. J'ai attesté que ce sont des photos qui nous viennent de la France. Ça n'a jamais été en mouvement. D'accord. Alors, nous allons entamer notre deuxième sujet qui est aussi les tout derniers. On va parler cette fois-ci de la justice en rapport avec, je pense que vous savez qu'il y a un mouvement, Impunité Zéro, chapeauté par M. Grace Tchounza. Donc, c'est lui le coordonnateur de cette dynamique, la dynamique Impunité Zéro, qui a déposé une plainte contre le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, l'accusant d'incitation à la rébellion. Et dernièrement, on avait quand même suivi, il y a aussi un autre mouvement toujours des droits de l'homme qui avait accusé M. Jacques Ndala, toujours de du même motif, incitation à la rébellion. Il a été arrêté, mais cette fois-ci, M. Augustin Kabouya également, il y a eu une plainte qui a été déposée contre lui. Est-ce que la justice jouera effectivement tel son rôle? Bon, je ne vais pas vraiment... Parce qu'il y a des gens qui disent quand même... Voilà, oui, répondez. Je ne vais pas m'immiscer vraiment dans les affaires de la justice, mais je peux que dire qu'il y a eu la justice aujourd'hui, on voit quand même quelques résultats, même si tout ne semble pas être rose, comme le président de la République lui-même l'a reconnu, que la justice pose encore des petits problèmes d'inquiétude. Mais aujourd'hui, M. Kabouya, après cette plainte, aujourd'hui, il s'est présenté devant le juge, au parquet devant les magistrats, bien sûr, donc au parquet de Kinshasa Matete, des grandes instances, bien sûr. Alors, c'est déjà un pas, parce qu'à l'époque, qui pouvait voir le secrétaire général du parti présidentiel comme Chadari aller devant un magistrat au parquet? C'est impossible. On peut dire aujourd'hui que c'est une grande avancée. Voilà, c'est une avancée significative. Parce qu'aujourd'hui, déjà, le fait que M. Kabouya puisse se présenter devant les magistrats, ça rassure quand même que nous ne sommes plus dans un pays des intouchables. Et vous, particulièrement, comment avez-vous considéré ces propos-là? Non, mais il y a ça, tous les combattants de l'UDPS vont prendre des armes. Je n'ai pas suivi l'intégralité de ces propos, je ne sais pas comment contextualiser ça, mais déjà, ce n'est pas normal qu'un chef d'un parti politique, c'est le chef permanent du parti, c'est lui qui gère les partis de manière permanente, c'est le chef de l'administration du parti, et déclarer qu'il va donner des armes aux militants, ça c'est odieux. Nous sommes les partisans de la non-violence. C'est pourquoi je vous ai parlé ici qu'on fait une lutte pacifique. Mais lorsque déjà on voit quelqu'un appeler d'un parti présidentiel, voilà, tenir ces genres de propos. Parce qu'on sous-entend que lorsqu'il est au pouvoir, lorsqu'il fait partie du pouvoir, il a suffisamment de moyens pour faire tout ça. Il a des moyens pour acheter des armes. Et ce n'est pas à prendre à la légère. Il faudrait vraiment que la justice s'imprègne réellement et qu'il comprenne dans quel contexte il a dit ça et pourquoi il a dit. Parce que je n'ai pas suivi l'intégralité. Il n'y a que cette partie-là qui passe sur l'internet, sur laquelle je suis tombé aussi. Mais il faudrait se poser plutôt la question de savoir, il a dit ça quand, et que la justice vraiment fasse un travail d'investigation nécessaire pour comprendre. Et si jamais M. Kabouya est trouvé ou a été trouvé en tout cas, si la justice parvenait à établir ses responsabilités. Voilà, si ses responsabilités sont établies par rapport à cette partie de messages qui passent sur les réseaux sociaux, que M. Kabouya subisse la rigueur de la loi. Ok, que M. Kabouya subisse la rigueur de la loi. Alors, que dites-vous sur ceux qui disent que M. Kabouya, comme il est du parti présidentiel, il ne sera pas arrêté, et tout ça, tout ça? Bon, je refuse d'être toujours, parler selon ce que les gens disent, selon les rumeurs. Parce que c'est quand même l'opinion, on doit tenir quand même compte de l'opinion aussi du peuple qui aimerait voir l'état de droit s'appliquer sur tous les individus au même pied d'égalité. J'en appelle en tout cas aux magistrats du parquet à plus de responsabilités. Je les appelle à plus de responsabilités, à comprendre qu'il s'agit d'un sujet qui touche à la vie de la nation. Lorsque quelqu'un annonce qu'il a des armes à donner aux gens pour combattre ses adversaires politiques, c'est grave, c'est une incitation à la rébellion. Je veux bien, nous voulons bien voir M. Kabouya être condamné comme on l'a fait avec Jacques Ndala, pour que l'on ne puisse pas croire que la justice
travaille seulement contre les opposants et non les gens au pouvoir. C'est déjà une avancée significative de voir M. Kabouya se présenter devant les magistrats. Et vous faites confiance quand même à la justice? Pas totalement confiance, mais on constate qu'il y a quand même des avancées significatives. D'accord, alors nous sommes pratiquement à la fin de notre magazine d'aujourd'hui. Monsieur Ben José, l'initiateur du mouvement citoyen ECHA, était notre invité. Nous sommes vraiment à la fin, Monsieur Ben. Avez-vous un message particulier au peuple congolais? Vous avez la caméra. Oui. En quelques poussières de secondes. Oui, chers compatriotes, je crois qu'il est temps, le temps est venu où nous devons reprendre la rue. Le temps est venu où nous devons reprendre nos responsabilités parce qu'il s'agit de notre pays qui subit un dictat. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement des hommes politiques, mais aussi même des hommes religieux que nous appelons les religieux. Et nous, peuple, nous ne pouvons pas ou nous ne devons pas observer. Mettons-nous debout, reprenons le chemin de la rue, exigeons le respect des textes légaux qui régissent notre nation et obtenons les élections dans les délais constitutionnels. C'est un mon message de ce soir. Voilà. Je vous dis merci et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Qu'il vous bénisse aussi. Donc voilà, merci mesdames, messieurs. C'était là monsieur Ben José Luendo, l'initiateur du mouvement citoyen ECHA. Voilà, rappelle-moi, ECHA qui dit quoi? Engagement citoyen pour les changements. Engagement citoyen pour les changements. Avec lui, nous avons échangé sur la désignation du président de la CENI, également sur la plainte contre monsieur Augustin Kabouya. La justice jouera-t-elle effectivement son rôle? Vous avez, n'est-ce pas, suivi tous les détails dans cette émission. Selon lui, il a donné ce qu'il a donné. Je pense que chacun de vous a retenu ce qu'il a retenu. C'était un grand plaisir pour nous d'avoir échangé ces moments magnifiques avec vous. Merci d'être toujours branchés sur notre chaîne Télé Plus et restez toujours connectés car les programmes et encore on continue.